Merci pour ce bol d'air, BVA. Je signale que BVA vient de publier une étude qui s'appelle le baromètre sur le développement durable, sur les comportements durables en France, que vous pouvez retrouver sur le site de Changer d'air. C'est assez passionnant de voir comment les comportements évoluent, et notamment sur le collaboratif et sur tout ce dont on va parler aujourd'hui. Donc bonjour à toutes et à tous, j'ai oublié de le dire. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, et pour commencer, avant de savoir si on vous dérange, j'aimerais que vous leviez la main, tous ceux qui savent ce qu'est un maker. D'accord, ça me permet de voir un petit peu avant qu'on me dérange. Qui sait ce qu'est un Fab Lab? Un petit peu plus déjà, et une imprimante 3D du coup. Voilà, très bien, merci beaucoup. Parce qu'on dit voilà, on vous dérange et on est en train de changer le monde, mais de quoi parle-t-on? Alors Joël de René avait un terme qu'il a présenté tout à l'heure, il parle de doer. Aujourd'hui, il y a aussi un livre qui a fait référence de Chris Anderson, le fondateur de Wired, qui a fait tout un livre sur les makers où il raconte comment petit il voyait son grand-père dans son garage avec son atelier bricolé, et il dit finalement moi aujourd'hui je fais la même chose que lui, sauf que je suis en réseau via Internet, via le numérique, avec des centaines de personnes du monde entier, des milliers de personnes, et nous sommes en train de recréer de nouveaux lieux, des Fab Labs, des ateliers, des lieux comme celui que vous venez de voir aussi dans la pastille vidéo qui vient de passer, et c'est un petit peu de tout ça dont on va parler aujourd'hui. C'est surtout le besoin que l'on ressent aujourd'hui de faire ensemble différemment. Si aujourd'hui on voit émerger cette notion de makers, de bidouilleurs du XXIe siècle, c'est qu'on a passé beaucoup de temps derrière les écrans et qu'on ressent le besoin fort de tout ce qu'on a appris en ligne et dans les réseaux numériques de se retrouver pour faire ensemble, pour bricoler et pour monter des projets et passer, comme on dit, des bits aux atomes, c'est-à-dire de concrétiser des logiques en réseau, mais concrètement. On parle aussi beaucoup d'ère de la bidouille. Certains ont peut-être déjà participé à des Open Bidouille Camp qui ont été lancés il y a 2 ans à Paris, mais il y en a eu aussi à Brest, à Bordeaux. On parle beaucoup de do it yourself. Ça peut-être aussi en avez-vous entendu parler, mais maintenant aussi de plus en plus de do it with others. Ouais, mon accent est pas terrible, mais voilà. Donc du coup, c'est aussi cette façon de se retrouver sur le do it yourself. On a des communautés immenses en ligne avec des sites comme Etsy ou Little Market qui agrègent des millions de personnes qui font des choses, qui fabriquent des objets, qui veulent les vendre. Et la question, c'est, sommes-nous en train de rentrer dans un âge du faire? On retrouve un autre usage de nos mains, où on va lâcher les claviers pour fabriquer nous-mêmes et donner naissance à une autre société. Donc ça, c'est un petit peu le périmètre du débat. Donc, pour en parler, j'ai la joie d'accueillir de formidables intervenants. Je vais commencer par Célia Gruson-Daniel. Vous êtes fondatrice de Hack Your PhD. Vous nous raconterez un petit peu tout à l'heure de quoi il s'agit plus en détail. À côté de toi, Francis Lawrence. Vous êtes dans le monde des startups, du financement, de l'économie, des banques d'affaires, du conseil en fusion et acquisition. Jennifer Leblond, vous êtes en charge de l'innovation à la Fonderie Île-de-France, une agence portée par la région Île-de-France, et Cyril Lage, fondateur de plein de projets passionnants dans le domaine de la démocratie participative avec SmartGov, démocratie ouverte ou encore Parlement et citoyens. Et malheureusement, Thomas Landrin, qui devait être là aussi sur cette table ronde, a eu un accident sur le périphérique ce matin. Il est dans le constat, je ne suis pas sûre qu'il puisse venir, mais Thomas, non, il s'est excusé, donc il ne sera pas là. Et le fondateur de La Paillasse, alors je suis un petit peu embêtée parce que c'était un peu mon maker avec qui je voulais commencer la conversation, mais ce n'est pas grave. On va s'arranger, puis je pourrais faire appel à Joël aussi pour nous témoigner de ce qui est fait ici à la Cité des Sciences. Donc du coup, comme je dois changer mon déroulé, je voulais commencer demander à Thomas ce qu'il faisait à La Paillasse en fait. Peut-être que toi tu peux en parler, Célia. D'expliquer ce qu'est ce... Oui, Jennifer. Voilà, parce que Thomas, après ses études, a fait un doctorat en biologie et a rapidement créé un lieu qui s'appelle La Paillasse pour appliquer les logiques du numérique et d'Internet aux biologies. Mais peut-être que vous pouvez en parler mieux que moi et nous expliquer un petit peu ce qu'ils font dans cet endroit pour qu'on puisse comprendre directement à quoi ressemble une logique maker. Donc...
c'est bon, ça marche. Donc Thomas, oui, s'excuse, il vient juste de m'envoyer un message pour me dire qu'il avait eu un accident pas très grave sur le périph'. Donc Thomas Landrin est un doctorant encore en biologie synthétique et il a créé un lieu donc qui s'appelle la Paillasse, qu'on appelle un bio-hackerspace. Ça a commencé il y a quatre années, je pense, dans un squat, c'est-à-dire un hackerspace qui se trouvait à Vitry-sur-Seine, où il a commencé à amener du matériel de biologie, de laboratoire qu'il avait récupéré, et pouvoir comme ça créer un petit laboratoire au niveau biologie avec différentes personnes. Il a pu aussi avoir pas mal de visibilité avec la Gaieté Lyrique, où il a organisé des ateliers de travail. Et puis aujourd'hui, il y a une grande communauté, énormément de personnes qui sont motivées autour de la Paillasse. Et la Paillasse est aujourd'hui au cœur de Paris, dans un espace de 750 mètres carrés, qui viennent de la voir il y a quelques mois juste. Donc c'est quelque chose, un très très grand challenge avec une belle dynamique qui se met en place, et on retrouve cette dynamique des hackerspace qui est basée sur des communautés qui agissent avec des thématiques clés. Par exemple, au sein de la Paillasse, il y a des groupes de travail et des groupes d'action qui s'organisent, par exemple autour des sciences cognitives avec un groupe qui s'appelle le CogLab. Il y a un atelier de drone qui se met en place. Voilà, il y a plein de petites thématiques comme ça qui émergent, bien sûr, au niveau de la biologie aussi. Il y a des choses plus en lien avec tout ce qui est art-sciences. Et également, ce qui est intéressant avec la Paillasse, c'est que il y a plusieurs petites paillasses qui émergent aussi en France et ailleurs. Il y en a une qui commence à émerger au niveau de Lyon avec Riel Téché qui est là-bas, c'est la Paillasse Saône, et qui a un axe plus développement durable. Il y en a une autre, si je ne me trompe pas, qui est aux Philippines, je crois. Donc voilà, c'est aussi cette idée que petit à petit, il y a des communautés locales qui se mettent en place et qui... Mais comment on a l'idée de créer ces lieux-là et à quelle fin, en fait? Qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Alors, je pense que je peux vous expliquer un peu. Donc, c'est des expérimentations. Au niveau biologie, je suis pas la mieux placée pour vous expliquer ce que Thomas fait. Mais par exemple, il y a un projet avec Marie-Sarah Ademis, qui est designer, de faire je peux pas bien expliquer, mais des plantes, si je ne me trompe pas, au niveau fluorescence, où ils font un peu des œuvres d'art. Mais là, je suis pas assez calée et je veux pas dire de bêtises, mais la Paillasse a une journée porte ouverte samedi, de 14h à 20h. Donc c'est le meilleur moment pour venir voir ce qui est fait. Jennifer, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? En fait, nous, la Paillasse, on les suit pour la part de la fonderie, on les suit depuis plus d'un an maintenant, puisqu'en fait, on leur a remis le trophée Makers du Wisherfest l'an dernier. Donc c'était à la base, voilà, juste un hackerspace à Vitry qui essayait de grandir, et c'est hyper intéressant de voir aujourd'hui qu'ils sont en plein Paris dans des locaux qui sont hyper beaux, hyper grands, et qui vont pouvoir accueillir beaucoup de beaux projets. Le projet que moi je connais le mieux, en fait, c'est un projet qui finalement a pas tant à voir que ça avec la biologie, qui est un Labolex de Sherlex qui est en cours de route sur comment tous ces nouveaux modes de faire et ces nouveaux modes de travail plus collaboratifs, plus open, sont en train de transformer la propriété intellectuelle, notamment l'accès à l'information, l'accès à la recherche et à la science. Et voilà, c'est un groupe de travail dans lequel je suis intégrée, et c'est aussi par exemple ce que la Paillasse permet. Ça, on y reviendra tout à l'heure, mais finalement, quand Thomas me parlait de son projet, il a un parcours qui m'a rappelé celui de César Arada. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de César Arada et de Protéi. Lui, il travaillait au MIT, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, et il voulait avancer sur les questions de nettoyage des mers après la marée noire dans le golfe du Mexique. Et il n'arrivait pas à avancer aussi vite qu'il le souhaitait dans le cadre de son laboratoire, donc il a décidé de partir et de se dire, je vais avancer par moi-même, mais en adoptant un mode de travail ouvert où je vais tout partager en ligne et je vais enrichir ce que j'ai fait des contributions d'autres personnes du monde entier. Donc il a adopté un processus qu'on appelle open source, vraiment libre, pour que tous les contributeurs puissent participer. Et donc ils ont ensemble inventé un modèle de bateau à coque qui bouge comme ça pour mieux nettoyer. Et puis maintenant il est en train de créer d'autres bateaux télécommandés avec des drones qui permettront d'aller faire des relevés
polluer, de pollution aussi. Et donc c'est un petit peu ça déjà l'esprit maker, c'est aussi pirater de l'intérieur des process scientifiques pour arriver à finalement aller peut-être plus vite, plus loin. Mais Célia, en fait, je crois savoir que tu as été aux États-Unis, que tu as été sur différents lieux où on trouve des makers, des hackers, des doers, et j'aimerais savoir qu'on revienne un petit peu sur ces caractéristiques. Qu'est-ce qu'on y fait? Pourquoi? Tu parlais de communauté tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous détailler ça, s'il te plaît? J'ai eu la chance d'aller déjà aux États-Unis dans le cadre du projet Hack Your PhD, aller à la rencontre des acteurs de l'open science, c'est-à-dire comment la recherche aujourd'hui est transformée par ces pratiques aussi plus collaboratives, plus ouvertes, qui transforment la recherche de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur avec des laboratoires comme ça ouverts qui se mettent en place. Et j'ai pu explorer différents lieux. Comme ça, de makers, de hackers. Et il faut voir que ces lieux, c'est une diversité de lieux. Donc on parle de hackerspace qui sont peut-être plus liés à tout ce qui est électronique et informatique. Les makers, donc c'est vraiment cette production et qui est lié aussi à tout le développement de technologies numériques. Donc on parle des imprimantes 3D, mais il y a plein d'autres aussi outils numériques qui sont utilisés. On a par exemple tout ce qui est le système Arduino qui est ouvert. Donc on est aussi dans l'ère de l'open hardware. Le hardware, c'est donc le brut, ce qu'on produit, qui est de plus en plus comment ? Le matériel. Voilà, le matériel qui est aussi ouvert. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a un panel comme ça de lieux, d'espaces, d'innovation ouverts qui se créent. Il y a par exemple un sociologue qui s'appelle François Bottelieu-Depoix qui a essayé de faire un peu une catégorie de ces différents lieux. Donc on a les hackerspace, on a les makerspace, on a les bio-hackerspace qui sont liés à tout ce qui est biologie, biotechnologie. Et chacun ont des caractéristiques, des points clés, donc c'est-à-dire basés sur des communautés, sur cette idée d'ouverture. Souvent aussi des horaires au niveau des espaces qui sont très larges. On peut y aller quand on veut. Il faut connaître un peu, des fois il y a différents aussi degrés pour pouvoir rentrer dans ces lieux-là, plus ou moins facilement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est lié à souvent un manifeste ou à une éthique de ces lieux, c'est-à-dire qu'en biologie, par exemple, dans les biohackerspace, il y a vraiment des manifestes au niveau éthique parce qu'on touche au vivant. Donc il y a aussi cette idée au niveau communauté qu'on ne fait pas n'importe quoi, mais qu'on s'organise et qu'on a conscience aussi de ce qu'on fait. Et un point important aussi, c'est le pair à pair, c'est le partage du savoir en pair à pair, c'est-à-dire qu'on donne, on explore quelque chose, on expérimente, mais l'idée c'est de pouvoir le documenter et peut-être aussi partager ce savoir à d'autres personnes. Donc si quelqu'un a des compétences sur un outil, c'est qu'il va pouvoir écrire une notice pour pouvoir expliquer à d'autres personnes comment faire. Donc c'est un peu des caractéristiques clés de ces lieux-là et qui sont aussi plus ou moins liés avec aussi des modèles économiques derrière et des liens avec d'autres lieux. Par exemple, moi en biohackerspace, j'ai vu un lieu à San Diego qui s'appelle Biotech and Beyond et c'est un endroit de prototypage au niveau projet de biotech pour pouvoir aller après rencontrer des investisseurs et peut-être commencer une start-up, une entreprise. Donc on a aussi ces liens très forts parfois dans certains lieux avec la sphère entrepreneuriale qui se développe. Et c'est énorme. Et le prototypage, c'est un terme qui va revenir assez souvent. Est-ce qu'on a une idée du nombre de lieux comme ça dédiés à la fabrique entre makers et ça me semble assez réparti sur l'ensemble de la planète en fait, parce qu'on en a déjà aussi dans des pays en développement. Il y en a beaucoup en Afrique, il me semble. Est-ce qu'on a une idée à ce niveau-là ? Je veux pas dire de bêtises, donc j'ai pas d'idée de lieu. Après, je sais que un point important aussi, c'est la notion. Vous avez sûrement entendu parler des Fab Labs. Donc, tu parlais tout à l'heure de Bits à Atom. C'était créé en 2001, donc au MIT. Donc, je sais que c'est aussi un ensemble, un réseau dans tout le monde maintenant de Fab Labs qui se développe. Mais peut-être que Jennifer, tu as plus d'infos. Alors Jennifer, je voulais justement te passer la parole, donc si tu peux répondre après, je continuerai. Alors c'est hyper difficile de répondre à cette question. Alors d'abord dans le monde d'autant plus, parce qu'en fait ils s'en ouvrent tous les jours. Alors les Fab Labs sont un réseau particulier parce qu'ils répondent à une charte du MIT, etc. Mais en tout cas des lieux de fabrication, des lieux de co-making, des lieux de bidouille, ils s'en ouvrent à peu près toutes les semaines à Paris et en Ile-de-France. Donc les comptabiliser reste difficile. On tente de les cartographier.
un peu partout dans le monde aussi de se trouver, mais je peux vous donner au moins un chiffre qui est intéressant. Il existe aujourd'hui, qui est en cours, et c'est la 12e semaine cette semaine, un MOOC sur FUN, donc France Université Numérique, qui s'appelle la fabrication numérique, qui traite d'impression 3D, d'Arduino, de prototypage d'objets connectés, d'Internet des objets. Et aujourd'hui, il y a plus de 10 000 personnes dans le monde qui passent les tests chaque semaine. Il y a plus de 12 000 inscrits et 10 000 personnes qui passent les tests. Ça veut dire qu'ils suivent les cours chaque semaine. C'est le plus gros MOOC que détient FUN jusqu'à aujourd'hui. C'est dire ce qui est en train de se passer. Et donc ces gens sont soit chez eux dans leur garage, soit vont dans des Fab Labs, sont associés à des structures de makers. Voilà. Et donc je crois savoir que la Fonderie de France, vous soutenez de nombreux projets de Fab Labs, de lieux de ce type dans la région. Pourquoi est-ce que vous les soutenez et je crois aussi que vous avez un Fab Lab au sein de la fonderie. Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que ça vous apporte tout ça finalement? Du coup, je vais juste redire 2 mots pour ceux qui connaîtraient pas encore la fonderie. La fonderie, donc, c'est l'agence publique numérique de la région Île-de-France. Ça veut dire qu'on a un organisme associé, association de loi 1901, qui accompagne, porte, supporte et soutient la politique numérique de la région. Donc, à ce titre-là, moi, je m'occupe de l'innovation. On accompagne plein de types de projets, mais c'est vrai qu'on a un gros focus sur les lieux d'innovation, notamment les espaces de coworking, les tiers-lieux et les Fab Labs. Ça fait 3 ans que cet appel à projet existe. On a cette année, pour la première année, donc en 2014, ouvert cet appel à projet aux Fab Labs et aux entreprises. Ce que je trouve intéressant dans cette avancée, c'est que avant il était dédié aux collectivités et aux associations et aux espaces de coworking. J'ai les chiffres. Donc on a sur les 2 dernières années financé 30 espaces à hauteur de 800 000 euros en 2012 et de presque 1,2 million en 2013. Donc déjà avec une progression. Donc 30 lieux qui sont nés, qui sont créés, qui vivent en Île-de-France ont été financés en partie par la région. Pour l'appel à projet 2014, on est à 36 dossiers reçus, 19 qui sont en cours de présélection parce que le jury n'a pas encore eu lieu. Et parmi ces 19 présélectionnés, 9 ont une composante Fab Lab ou espace de making. Ça veut dire quasiment la moitié, ce qui est énorme. Et on serait à un budget qui augmenterait, qui serait aux alentours d'1 500 000 euros. Donc ça, c'est des sommes assez colossales pour la région, si on prend juste le territoire. En fait, notre objectif à nous, c'est de soutenir l'innovation, d'être là dès qu'il y a des bruissements de changement d'air, justement, de prendre le même train que celui des entrepreneurs qui sont en train de transformer le monde, et de montrer qu'une institution publique peut être aussi agile que l'écosystème dans lequel elle interagit. Et quand on parle du numérique, ce que je vous dis aujourd'hui sera déjà obsolète demain. Donc on se doit, nous, d'avoir aussi une politique d'action et de valeurs qui soit un peu moins traditionnelle que celle que l'on peut connaître. Et on a envie aussi de bouleverser cette image. Donc on essaye à la fois par exemple par le biais de cet appel à projet. Au départ c'était que coworking, puis il y a 2 ans on s'est dit que les makers commençaient à prendre de la place, qu'il fallait que la région s'en occupe, et puis chemin faisant, en allant voir, en expliquant, en intervenant dans ce genre de manifestation, on a acquis une légitimité, on a pu porter cette parole auprès de la région pour que ça se traduise concrètement en politique publique et en financement de lieux qui achètent des machines et qui permettent de les mettre à disposition des personnes, des citoyens ou des entreprises. Voilà. Il y a une autre histoire qu'on mène, et du coup, pour faire le lien avec l'espace dédié au making que l'on a en interne, je parlerai pas de Fab Lab, encore une fois, juste parce que c'est un thème c'est un terme particulier qui est selon une charte du MIT, mais c'est un espace où on peut venir fabriquer. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à venir nous voir dans nos nouveaux locaux. On a déménagé il y a peu, on a fait notre inauguration fin avril, et donc on a un petit espace où on peut fabriquer, bidouiller, créer. D'ailleurs, on est aussi parmi les 15 salariés de la fonderie, 4 à suivre le MOOC de la fabrication numérique, puisqu'on a aussi envie de savoir de quoi on parle. Et qu'est-ce qu'on apprend justement concrètement? Alors, on a appris à coder l'Arduino. Donc sur l'Arduino, donc l'Arduino, c'est un circuit imprimé en open source qui est né en Italie
qui a été imaginé par Massimo Banzi, et en fait qui permet, avec un langage très simple, accessible aux enfants à partir de 7-8 ans, de coder et de rendre, en fait, juste en pluguant sur un ordinateur ou sur un objet, de le rendre plus intelligent, de lui demander de répondre à un programme et de le faire. Et par rapport à cet objet qui nous fascine depuis longtemps, en fait, il n'y a pas d'Arduino en France. Ça n'existe pas. C'est produit en Italie. Alors, c'est reproduit en Chine, comme on peut s'en douter. Et en fait, nous, on s'est dit que, notre politique, en tout cas, c'est de faire en sorte que tous ces changements et tous ces bruissements de transformation soient accessibles au plus grand nombre. Et là, du coup, on a voulu s'attaquer à l'école. Et avec une entreprise qu'on a rencontrée dans le cadre des programmes d'accompagnement qu'on mène à la fonderie et à la région, une entreprise s'appelle Eurosmart, on a créé ensemble un Arduino au service de l'éducation qui s'appelle Educaduino, qui est donc cette petite carte électronique qui est un tout petit peu plus grande que l'Arduino traditionnel parce qu'elle se destine aux collégiens, aux lycéens et aux universités. L'idée étant de faire rentrer ces nouveaux modes de fonctionnement, ces nouveaux modes de faire, ces nouvelles technologies dès l'école, dans l'apprentissage, d'accompagner les enseignants et le monde éducatif à utiliser tous ces nouveaux moyens qui sont en train justement de bouleverser notre quotidien. Donc Educaduino a été lancé en septembre 2013 et il sera en test dans des lycées d'Île-de-France. Il y a une motion qui a été votée à la région à partir de septembre 2014. Donc si vous avez des enfants qui sont au lycée, peut-être reviendront-ils chez vous avec un Educaduino. Donc plein de belles choses, et comme on le voit, en fait, c'est surtout un état d'esprit qui est aussi en train de se développer, le fait de fonctionner de manière plus agile, en communauté, en transversal, de faire du prototypage, de fabriquer et surtout d'expérimenter. Francis Lorenz, je voulais vous demander maintenant, pourquoi est-ce que ces innovations arrivent maintenant? C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on ait ce mouvement? Quelle valeur ajoutée peut-on voir aussi dans ce qui se passe? Écoutez, d'abord en introduction, je me sens un peu un dinosaure en vous écoutant les uns les autres. Je suis le témoin d'un autre temps et de ce passage, d'un paradigme à un autre qu'évoquait tout à l'heure Joël de René. Donc, je vais vous répondre peut-être un peu à côté de votre question. Je suis fasciné par ce qui se passe. Aujourd'hui, j'essaie de contribuer à la croissance d'un certain nombre de start-up, de financer une partie de ce mouvement que vous évoquez tous ici. Et dans le même temps, je suis né où j'ai commencé ma carrière dans un monde qui est absolument aux antipodes. J'ai commencé dans un bastion du conservatisme, ou considéré comme tel, la direction du Trésor, ministère des Finances. J'y faisais la politique industrielle, autre témoignage de temps anciens et révolus. Puis j'ai dirigé pendant 10 ans Bull, qui vient d'annoncer, il y a de cela quelques jours, qu'après 50 ans de stratégie mouvementée, après 50 ans de tentatives d'être un témoin de la capacité de notre pays à entrer dans l'âge numérique, à être présent dans l'informatique, eh bien Bull vient d'être absorbé par une société de services. Donc tout cela un peu longuement pour vous dire que à la fois j'ai été témoin et acteur de ces transitions et qu'aujourd'hui je suis véritablement fasciné et d'une certaine manière je partage cet enthousiasme dont a témoigné tout à l'heure Joël de René face à ce monde nouveau qui est en train d'émerger. Car le monde que j'ai connu est un monde dans lequel, très légitimement, fondé sur notre passé culturel, sur beaucoup de choses, nous pensions, nous espérions, nous voulions maîtriser le monde en planifiant, en construisant l'avenir à long terme, en le faisant obéir à nos idées, définies par avance, au centre, au sommet, à la tête des grandes entreprises. Ce que je viens d'évoquer à propos de Bull témoigne de l'inefficacité de cette stratégie. Il y a bien d'autres exemples, notre difficulté à passer par Internet, à passer à l'âge de l'Internet alors que nous avions conçu le Minitel, que Apple, d'une certaine manière, a su reprendre bien plus tard avec son App Store. Donc, tout cela pour dire que notre modèle ancien, oui, n'est pas adapté au monde qui naît aujourd'hui et ça explique largement le retard que nous constatons dans notre vie quotidienne par rapport à nos voisins, à ceux qui vont plus vite que nous. Et donc, pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui fait ce changement? Que peut-il apporter? Pour tenter de répondre à votre question, eh bien, il permet de contourner les institutions qui sont bloquées par les modèles culturels anciens, par nos comportements, nos habitudes.
il permet de faire émerger autre chose à côté en contournant. On a parlé de révolution. Les Français ne sont que trop révolutionnaires parce que chaque révolution sécrète une contre-révolution, si l'on parle de révolution politique au sens classique du terme, parce qu'on crée des blessures, d'autres blessures leur succèdent, etc. Là, c'est une autre forme de révolution. Ce n'est pas un affrontement, c'est un contournement. Et c'est ça qui est formidable dans ce qui est en train de naître. Et je pense qu'il y a des illustrations récentes. Je citerai juste une dernière référence au passé, mais avec son débouché actuel, contemporain, les taxis, le monopole des taxis. Prendre un des exemples emblématiques de nos blocages nationaux. En 1959, un rapport commandé par le général de Gaulle, le rapport UF-Armand, faisait la liste des blocages de notre société et des mesures à prendre pour les lever. Le monopole des taxis parisiens y figurait. 50 ans plus tard, comme vous le savez, le débat demeure d'actualité. Mais qu'est-ce qui a changé ? Quoi que fasse le gouvernement, quoi qu'il dise, quelles que seront les régulations, eh bien, la vie est en train de s'organiser ailleurs, que ça soit le covoiturage ou que ça soit des compagnies fondées sur la vie en réseau, fondées sur des consommateurs qui votent avec leur smartphone. Et ces compagnies s'appellent Uber, s'appellent le Cab, etc. Ils contournent et ils contourneront, quoi que l'on veuille, les régulations passées. Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que dans cet état d'esprit, on a atterri dans un mur, il y a des failles dans lesquelles on est en train de construire autre chose, et finalement, c'est un état d'esprit, donc au-delà du maker, ce qui change le monde, c'est peut-être plus le numérique et la façon dont ça transforme notre société. Je crois que Jennifer, c'est un petit peu votre position aussi. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, avant peut-être que je revienne sur la science, mais moi, c'est ça que je sens aujourd'hui dans cette société. Absolument, le maker, c'est l'aboutissement de ce phénomène, de ce qu'on a appelé la révolution numérique. Ah oui, alors j'ai un manque de micro, j'en ai un, je vous en donne un supplémentaire. En fait, c'est... J'ai pas expliqué pourquoi on s'appelle la fonderie. On s'appelle la fonderie d'abord juste parce que c'est la fusion de deux équipes. Hein. À la fonderie avant c'était Artésie, puis on a eu une nouvelle mission, donc il fallait changer et adosser deux équipes, donc il fallait fondre tout ça. Ça s'appelle la fonderie. Et ce mot a été, ce nom a été choisi aussi parce que à la fois on participe de cette révolution numérique, mais il faut pas oublier d'où on vient, et on vient de la révolution industrielle. Et la fonderie est un joli emblème de ce qu'a pu être aussi la France à l'époque, de toute cette révolution. Quand on m'a demandé de participer à cette table ronde, le titre m'a fait sourire et je me suis dit ce serait drôle que j'arrive et que je dise moi je trouve pas, donc en fait les makers changent le monde. C'est exactement ce que j'ai envie de dire d'ailleurs. Je trouve pas que les makers changent le monde. Je pense que c'est toutes les valeurs autour de ces nouveaux modes et ces nouveaux moyens de communiquer, de faire, de créer, de construire, qui font des makers des changeurs du quotidien. C'est le numérique qui permet tout ça, et j'en parle volontiers et avec plaisir puisque c'est ce que je porte tous les jours. Mais je pense en effet que cette révolution, et si on parle des VTC ou exactement, de toute cette économie du partage et cette économie collaborative, elle est aujourd'hui possible et révolutionnaire parce qu'elle se démultiplie à une vitesse infinie et avec un contrôle minimum voire inexistant lié au fait que ce soit sur Internet. Et justement, donc, dans la façon dont ça bouscule des institutions, des structures pyramidales en silo, dans la science, tu travailles justement à ces ruptures dans le monde de la science. Qu'est-ce que tu fais avec Edge Your PhD? Qu'est-ce que vous essayez de modifier? Qu'est-ce que ça implique pour les chercheurs qui s'inscriraient dans cette lignée de pensée plus ouverte, plus liée à une économie de partage? Est-ce que ça veut dire qu'on va ouvrir les bases de données où les chercheurs mettent leurs papiers et leurs recherches? Est-ce que ce sont les processus, les techniques de recherche qui changent? Qu'est-ce que ça implique concrètement? Alors j'aimerais bien revenir sur cette idée de contourner. Hacker, pour moi, ou dans l'idée qu'on a eue en développant Hack Your PhD, donc le PhD c'est le doctorat, c'est dire comment est-ce qu'on contourne finalement un système peut-être actuellement avec certains blocages ou certaines façons de faire, comment on arrive à insérer ces pratiques aussi liées au numérique dans la recherche. Et c'est essentiel, notamment lié aux makers, parce qu'ils produisent, mais ils produisent aussi des savoirs et des connaissances. Et comment ces connaissances, on va réussir à les partager, à les diffuser, et que d'autres personnes puissent aussi les utiliser et améliorer ces connaissances. Et pour tout ça, on a besoin de la recherche
et la recherche, c'est-à-dire faire avancer finalement les connaissances, les savoirs. Et actuellement, la recherche aussi vit toutes ces transformations. On parle d'open science, d'open knowledge. Il y a différents. C'est l'open science ou science ouverte. C'est un mot, un mot valise où il y a d'autres aussi vocabulaire qui est employé. Mais c'est cette idée peut-être déjà de quand on produit quelque chose, on a une notice ou sur un outil qu'on utilise où on a un résultat au niveau biologie, on puisse le partager. On puisse partager son résultat. Donc, par exemple, dans le monde de la recherche avec des articles scientifiques. Et actuellement, ces articles, ils sont ce qu'on appelle derrière des paywalls. Donc, on doit payer, souvent c'est $30 pour un article ou payer des abonnements très chers. Et pourquoi ces articles qui finalement viennent souvent, sont la production de recherche publique, pas tout le temps, mais souvent, ne peuvent pas être accessibles par tous. Surtout que actuellement, dans des lieux comme des makers ou la paillasse, un biohackerspace, on a peut-être besoin de creuser, de regarder ce qui se fait au niveau biologie, et on n'a pas la possibilité de payer pour 10, 15 articles autour de $30 l'article. Donc il y a cette idée d'ouvrir les connaissances, les résultats scientifiques, mais aussi le process. Parce que la recherche, c'est une démarche itérative avec des essais, des erreurs, on expérimente. Et que c'est aussi important aussi d'ouvrir les données qui vont après amener aux résultats scientifiques, mais aussi des fois les données négatives. Parce qu'on apprend beaucoup au niveau de ce qu'on a raté au final. Et qu'actuellement, tout ce qui est négatif ne peut pas être mis en avant puisqu'on doit être productif et montrer ce qui marche. Donc l'open science, c'est une vaste thématique, mais qui est très liée finalement au mouvement des makers, à ceux qui produisent, et c'est lié à la connaissance, je pense, en général. Alors, dernière petite question, on va passer la parole à Cyril. On parlait tout à l'heure d'Educ Arduino, donc Arduino, donc de ce circuit qu'on peut modifier aujourd'hui pour fabriquer des choses différemment. Comment est-ce que ces innovations se diffusent aujourd'hui dans le système éducatif? Est-ce que ça se diffuse? Est-ce qu'il faut encore attendre un petit peu? Comment ils se l'approprient aujourd'hui? Je pense que l'exemple des MOOC, même si c'est l'éducation en ligne se développe depuis longtemps, donc là on est dans le phénomène MOOC, qui est aussi un phénomène de mode, mais qui permet aussi pour moi, renouveler l'idée de la formation et de l'éducation aussi pour tous et tout au long de la vie. Donc c'est un moyen d'avoir accès à des vidéos, à du contenu aussi de qualité, parce que c'est ça aussi qui est important. Le MOOC, c'est fait aussi par des professeurs ou d'autres personnes qui ont des connaissances, et après ça va être diffusé sur le web. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. On parle aussi d'open education, donc cette éducation ouverte, qui est différente des MOOC, parce que open ne signifie pas seulement accessible en ligne. Ça signifie aussi une ressource qui peut être aussi viralisable par le fait qu'elle va être repartageable, réutilisable, remodifiable. Et c'est un peu quelque chose qui est important actuellement, je pense, à faire comprendre. C'est cette notion aussi d'open. Et qu'est-ce que ça signifie, et que pour avoir cet effet et cet impact au niveau des connaissances qui se diffusent vraiment, il faut avoir cette possibilité de repartager, réutiliser, modifier aussi ce contenu, et pas seulement donner l'accès sur une page gratuitement en ligne. Donc en fait, on se réapproprie la fabrication, on transforme les process, on prône la transparence, le partage, et finalement on change de rapport au pouvoir. C'est un peu la sensation que ça me donne pour retrouver d'autres capacités. Et là, Cyril Lage, ce que vous portez comme projet au niveau de cette démocratie participative et cette envie de dire finalement aujourd'hui, les gens ont une défiance face aux politiques et ce que ça représente, mais ils ont quand même envie de participer dans la société et de se réapproprier le destin économique et social. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu quelle est votre logique et comment vous appliquez l'esprit maker à la politique? Oui, effectivement, on est parti du même constat que tous les autres, d'un système qui est complètement sclérosé, qui fonctionne en structure pyramidale. Et on a voulu appliquer au système politique les termes dont on a parlé ici, finalement d'essayer de hacker le système politique avec peut-être une logique effectivement de contournement du système, mais aussi d'essayer de trouver à l'intérieur du système des interstices dans lesquels on pouvait se placer. Donc nous, démocratie ouverte, en fait, s'inspire d'un courant anglo-saxon qui est l'open government. Donc on parlait d'open science, open innovation. Donc là, on est dans l'open government qui cherche, à partir d'un constat,
qui est celui de l'inefficacité des politiques publiques et de la défiance des citoyens, à changer le logiciel des institutions représentatives. On n'est pas en train de parler de changer de modèle, on reste bien dans le cadre d'une démocratie représentative, mais on cherche à injecter à l'intérieur 3 principes. La transparence, qui se matérialise notamment par le mouvement de l'open data, la libération des données publiques qui sont produites, détenues par les institutions. Le principe également de la collaboration, c'est-à-dire de sortir de cette logique pyramidale, de silos, où les services sont cloisonnés de façon verticale, horizontale. Donc on décloisonne dans la pyramide, mais on ouvre aussi la pyramide à l'ensemble de l'écosystème. Et enfin, bien sûr, le principe de la participation à l'élaboration des politiques publiques. Donc ce que cherche à faire Démocratie ouverte, qui est en fait une appropriation du concept d'open government, qu'on n'a pas traduit en gouvernement ouvert, puisque ça nous semblait trop restrictif en français, on a pris le terme de démocratie ouverte. Et ce qu'on cherche à faire, c'est à mettre en visibilité, en réseau et en action, l'ensemble des acteurs de l'écosystème francophone qui s'intéressent à ces questions-là, de sorte à pouvoir faire levier. Et au-delà de ce collectif que j'ai créé notamment avec Armelle Lecoz qui interviendra dans la journée, on a créé un projet, toujours avec Armelle, qui s'appelle Parlement et citoyens. Et qui en fait est vous parliez tout à l'heure je crois d'intelligence collective. On a essayé d'appliquer la mécanique de l'intelligence collective à la production normative, et on a construit une plateforme qui est, elle, je dirais globalement assez générique, puisque c'est un outil de résolution collective de problèmes qu'on a donc appliqué au Parlement, et qui permet très simplement à un parlementaire d'associer les citoyens à la rédaction de leur proposition de loi. Et je pense que là on touche un petit peu à cette idée de hacking avec ce projet-là, parce qu'on cherchait des interstices où se placer, parce que le politique est résistant à ces mouvements de transparence et de participation citoyenne. Et on s'est dit, si on va proposer la plateforme à un élu, à une collectivité locale, il va falloir convaincre l'élu. Et il y en a qu'un, et il va nous dire oui, ça serait bien, mais il faudrait changer la méthode comme ci, comme ça. Si on va voir un ministre, ça va être la même chose. Et puis on s'est dit, si on le fait au niveau du Parlement, ils sont 577, un certain nombre ont besoin d'être vus, il y a une espèce de concurrence qui se fait entre les partis, donc on a là un vivier intéressant. Et c'est ce qui nous a permis de trouver 6 parlementaires, un de chacun des 6 grands courants politiques, et de les mettre autour de la même table. Quelque chose qui s'est quasiment jamais vu en France. Essayer de trouver des projets, des initiatives où vous avez un parlementaire de chacun des courants assis à la même table et qui disent ensemble, oui, on est partenaire de ce projet. Et on a réussi à créer cette première dynamique qui a eu un beau succès, puisque Joël Labbé, le sénateur du Morbihan, avait proposé une consultation sur la plateforme visant à interdire les pesticides à usage non agricole en France, et cette consultation a abouti à la rédaction d'une proposition de loi qui a reçu ensuite le soutien du gouvernement et qui a été votée à l'Assemblée, puis au Sénat, puis à l'Assemblée conforme, et promulguée au journal officiel. Donc ça a créé un élan autour de ce projet-là, et on va essayer de continuer cette dynamique en allant vers une généralisation de la plateforme, et maintenant on va descendre au niveau des territoires avec le lancement d'un nouveau projet qui s'appelle Territoire hautement citoyen, qui vise d'une façon plus large à dépasser le champ de la participation, à couvrir tout le spectre pour engager la transition démocratique. Comme il existe une transition écologique, on veut accompagner les collectivités vers une transition démocratique, et il y a une vraie prise de conscience avec les élections, là, les résultats, de la nécessité de bouger. On a un certain nombre d'élus, de collectivités, j'en cite 2 parce que les autres sont peut-être un peu moins connus, mais Mulhouse et Paris, qui sont intéressés pour rentrer dans cette transition démocratique. Et donc l'idée, notre communauté, Démocratie ouverte, va appeler tous ceux qui s'intéressent à cette question à venir réfléchir à ce que serait un territoire hautement citoyen, et ce référentiel servira de matière aux collectivités partenaires pour en fait changer leur logiciel, mais là encore en association avec les habitants du territoire. Alors, si vous l'avez jamais fait, si vous ne connaissiez pas encore la plateforme, allez sur Parlement et citoyens et essayez de vous impliquer sur une des propositions de loi portées par un des parlementaires moi je l'avais fait justement pour voir comment ça fonctionne. C'est passionnant. Même les contributions qui sont pas conservées vont dans une poubelle, une corbeille, mais on peut encore aller dans la corbeille voir ce qui est éliminé. Enfin, je trouve que vous avez fait un travail très très fin, et on est vraiment accompagné pour contribuer dans les meilleures conditions et avoir un processus aussi transparent que possible. Donc, il faut expérimenter. Je crois que c'est un des mots-clés de cette table ronde. Donc, voilà, pour comprendre ce dont on parle, je ne peux que vous inviter à faire vous-même aussi et dépasser les mots un peu difficiles
qu'on emploie. Et Armelle Lecause, que je vois qui est là-bas, sera cet après-midi sur un atelier pour justement parler de son expérience, parce qu'il a été voir, je crois, des centaines d'élus sur le territoire français pour comprendre comment ces élus saisissent ce monde en marche. Alors, il pourra vous en parler, il est en train de rédiger un livre sur le sujet. Et justement, quand vous arrivez avec votre projet, quelle est leur réaction ? Est-ce que, j'imagine qu'ils sont contents d'avoir cet outil entre les mains. Est-ce que ça leur fait peur ? Est-ce qu'ils sentent que ça peut changer leur pratique du pouvoir ? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, au contact de ces personnes à qui vous parlez, de ces territoires hautement citoyens, de cette façon de réapprendre peut-être à faire de la politique ? Je dirais que les choses sont assez claires. Il y a, je vais reprendre le terme, les dinosaures, mais qui n'ont pas compris que l'extinction était proche, avec qui c'est même pas la peine de parler. Et puis il y a ceux effectivement qui comprennent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui sont convaincus qu'il faut aller dans cette direction-là. Et nous, un de nos principes, enfin, nos différentes approches, effectivement, tu parlais d'expérimentation, nous on dit oui, on préfère l'expérimentation à l'étude, même si on s'interdit pas de réfléchir avant d'expérimenter, mais notre truc c'est l'action. Ensuite, on dit bon voilà, on fait un constat, il est sans appel d'un système qui est peut-être totalement défaillant, mais ensuite on n'est pas dans la critique ou la dénonciation des comportements déviants. On est dans la valorisation des comportements exemplaires. Donc on se contente d'aller vers ceux qu'on identifie ou ceux qui viennent à nous et qui ont l'envie d'engager cette transition. Mais c'est extrêmement clivé, hein. C'est blanc ou c'est noir, et pour l'instant les blancs là sont beaucoup moins nombreux que les noirs. Mais on essaye avec eux de démontrer, valoriser, et si tant est qu'on puisse dire que les blancs sont les gentils. C'est risqué. Aucune association dans mon propos. Mais voilà, l'idée c'est de travailler avec eux et d'essayer de montrer que c'est possible, mais également d'une certaine façon, un petit clin d'œil, d'essayer de dire aux autres, leur rappeler qu'ils sont des dinosaures, et montrer que leurs collègues parlementaires, certains innovent, essayent, et ont des succès. Parce que il y a aussi la frilosité des politiques. Quand vous leur dites voilà, on a une plateforme, vous savez, vous pourriez mobiliser l'intelligence collective des citoyens sur Internet, ou du malheureux. Moi, dès qu'on parle de moi sur Internet, mais c'est des tonnes d'insultes. Les gens sont fous, ils vous invectivent, etc. Et on leur dit regardez les consultations qu'on a réalisées sur Parlement citoyen. Vous avez près de 12 000 contributions publiées. On en a modéré, nous, 0. Parce que la plateforme fait une promesse qui est simple, qui est claire. C'est un parlementaire qui s'engage à rédiger une proposition de loi sur la base de contributions qui sont portées sur la plateforme et d'expliquer l'arbitrage qu'il prend. Et cette promesse est garantie par un processus qui assure la transparence et la traçabilité. Donc les gens, quand on les responsabilise, qu'on leur fait une promesse qui est limpide et dont ils apprécient eux-mêmes qu'elle va être tenue, ils savent saisir l'opportunité et être tout à fait contributifs. Très bien. Alors, là, sur cette fin de table ronde, j'aimerais qu'on aborde aussi le côté changer le monde, mais il faut aussi changer les modèles économiques. Et on l'a pas trop abordé, cette question. Finalement, on a beaucoup parlé d'ouverture. Je sais que Jérémy Rifkin vient de publier un nouvel ouvrage aux États-Unis, qui va être publié et qu'on aura en France au mois de septembre, sur l'arrivée de ce qu'il appelle le commun collaboratif. C'est-à-dire que il explique que le système capitaliste est en train de mourir. Il va rester vivant, mais vraiment marginalisé, à côté d'une économie collaborative qui sera au cœur de notre système. Et finalement, le coût marginal ne va cesser de se réduire pour finalement être nul, et ça va complètement changer les modèles. Et Francis Lawrence, du coup, j'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus, c'est-à-dire dans quelles conditions ça peut se poursuivre, comment, et comme il faut tout réinventer pour ce changement d'air, avec cet esprit maker, comment peut-on faire, et finalement, est-ce qu'il faut... comment est-ce qu'on peut convaincre aussi d'incuber le monde d'après ? Ça, c'est une question qui a été posée par Mathieu Baudin. Est-ce que c'est par les philanthropes, par les investisseurs ? Ça, il faut vraiment poser ces questions, parce qu'on a beau vouloir changer, il faut s'appuyer aussi sur de l'existant. Ça fait beaucoup de questions en une seule. Oui, il y en a beaucoup, mais il y en a plein. Bon, écoutez, bien qu'en voie de disparition, je vais essayer de répondre. D'abord, je pense que, une fois encore, nous parlons là d'un monde formidable où la créativité est libérée, où l'open innovation fait collaborer tout le monde, où effectivement il y a une intelligence collective qui se développe, et c'est indispensable, et il faut l'encourager, le soutenir, c'est formidable. Tout ça, c'est un monde un peu chaotique malgré tout,
Et le chaos, c'est important parce qu'aujourd'hui, les sources de créativité, parce que nous ne maîtrisons plus aussi parfaitement l'avenir que nous le faisions autrefois, mais ça a ses limites. Ça a ses limites, et je vais en citer quelques exemples. Ça a ses limites d'abord parce qu'à un certain moment, pour passer malgré tout à l'âge industriel, j'ai pas lu le dernier bouquin de Rifkin, par définition, il n'est pas encore accessible en France, mais pour passer à l'âge industriel, il faut des moyens. Il faut des moyens financiers, il faut les réunir. Ça se fait pas simplement par les systèmes de crowdfunding, même si ceux-ci croissent très 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 vite et formidablement. Mais pour prendre un exemple, j'évoquais tout à l'heure le contournement des taxis. Je crois que le CAB en France a dû lever auprès des investisseurs en capital risque l'équivalent de 11 millions de dollars. Uber aux États-Unis a levé 300 millions de dollars. Qu'est-ce qui va gagner, vous pensez, dans la concurrence d'avenir entre Uber et entre le CAB? Question. Donc, réunir des moyens financiers, ça passe par des structures, ça passe par une structuration de la société, ça passe par des systèmes qui, quoi qu'il en soit, régulent le financement, garantissent les investisseurs, etc. Autre illustration du propos, c'est bien évidemment tout ce qui concerne notre vie collective, et au cœur de notre vie collective, il y a les services publics, et les services publics, ils sont financés par quoi? Par de l'impôt. Cet impôt, il doit être prélevé, il faut l'organiser, il faut en garantir le prélèvement. Uber, dont je viens de parler, quelle a été sa première décision en s'implantant en Europe? C'est de s'implanter au Luxembourg, et ce qu'il facture en France n'est pas assujetti à la fiscalité française. Imaginez ceci, ces règles du jeu s'établissant, ou ces non-règles du jeu, se développant à l'échelle mondiale. Enfin, dernier propos et le plus évident, c'est que nous sommes aussi dans un monde, par définition, qui est un monde de réseaux. Les réseaux sont gouvernés par la loi de Metcalfe, à savoir que l'attractivité d'un réseau, vous le savez, croît au carré du nombre de ses utilisateurs. Ça veut dire qu'il y a une prime au plus gros. Et plus on est gros, plus on grossit rapidement. Et donc plus on est capable d'attirer de la richesse. Et c'est très exactement la loi qu'applique aujourd'hui Google, Facebook, tant d'autres. C'est tout à fait évident. Et par là, il draine une richesse considérable. Aujourd'hui, les moyens cumulés, les moyens en réserve des membres du GAF, les Google, Facebook et autres, dépassent largement les moyens de l'ensemble des entreprises françaises en capacité d'investissement, en capacité de prise de contrôle. Là encore, quelles sont les limites de cette emprise mondiale? Alors, je ne fais pas de l'anti-Google, n'entendez pas cela ainsi. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a d'un côté cette révolution numérique, cette libération de la créativité, cette collaborativité généralisée, ce nouveau paradigme qu'évoquait Joël de René en introduction, c'est une formidable opportunité. Mais ne soyons pas naïfs non plus. Elle contient ses risques, elle contient ses risques de domination, elle contient le risque de voir un modèle de gouvernance structurée, mais visible, certes conservateur, mais encore une fois visible et facile à attaquer, par un autre modèle de gouvernance, moins facile à saisir, moins facile à maîtriser, parce que non gouverné par des règles nationales, etc. Donc, voilà, nous entrons dans un monde nouveau. Ce que j'en retiens pour moi, c'est les opportunités, et elles vont transformer radicalement, pour revenir à votre question, notre économie. C'est vrai que ça transforme toutes les règles économiques. C'est vrai que la réduction des coûts de transport, etc., on l'a vu avec les makers, ça a déjà transformé et contribué à la mondialisation de notre économie. Mais il faut également que nous soyons capables, d'une manière ou d'une autre, d'organiser cette transformation à notre profit, au profit de chacun d'entre nous, citoyens ou consommateurs. Oui, en effet. Et donc, on est sur de nouveaux territoires. Et je pense qu'au final, on retombera aussi sur le politique qui, à un moment, devra acter, réguler, trouver un moyen de recréer un nouveau contrat social. Donc ça, on a encore du travail. Mais justement, pour conclure, Cyril, j'aimerais vous interroger sur voilà, est-ce que la démocratie ouverte, vous l'envisagez bientôt au niveau européen? Est-ce que vous échangez avec des initiatives similaires à l'étranger? Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire
pour convaincre de plus en plus les élites de ce besoin de s'emparer de ces sujets, de comprendre le numérique et d'aller plus loin pour aider ce monde en marche, parce qu'on ne pourra pas forcément l'éviter. Alors, déjà, Démocratie Ouverte est un collectif francophone, pas simplement français. Et pourquoi francophone ? Et ça va répondre à la question de l'international. Je parlais d'open government tout à l'heure, donc qui est parti du président Obama à l'occasion de son premier mandat. Le jour où il est rentré à la Maison Blanche, il a signé un mémorandum sur l'open government and transparency. De façon symbolique, il a voulu signer ce mémorandum avec une empreinte assez forte, puisqu'il justifie sa politique par le fait que le peuple américain est confronté à la culture du secret à Washington, à l'information publique, aux fonds publics qui disparaissent sans laisser de traces, à l'influence des lobbies, etc. Et ça a donné naissance, cette stratégie, cette politique américaine, aux naissances d'un mouvement international qui s'appelle l'Open Government Partnership, donc partenariat pour un gouvernement ouvert, qui a été lancé en septembre 2011. Et ce jour-là, 46 pays de la planète étaient présents au lancement de ce partenariat, dont l'objectif en fait était de mettre en réseau l'ensemble des pays de la planète qui voulaient engager la transition démocratique. Je vous le donne en mille, la France n'y était pas, et vous n'avez pas un seul journal, une seule radio, une seule télé, rien, qui a écrit une ligne sur cet événement, qui s'est quand même fait au siège des Nations Unies avec le président Obama, la présidente brésilienne, 46 États de la planète. Et c'était principalement des pays anglophones qui étaient dans le mouvement. Et nous qui travaillions à l'époque sur Parlement et Citoyens et qui avions déjà connecté avec d'autres porteurs de projets, certains étant francophones, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait effectivement une barrière entre le monde francophone et le monde anglophone. Et on s'est dit, eh bien, créons une organisation souple, donc Démocratie Ouverte, qui nous permettra à la fois d'être un lien, un réseau entre nous, mais aussi un instrument pour populariser le concept auprès de la population francophone. Et puis, on a longuement milité pour l'adhésion de la France donc à l'OGP. Ça a pris du temps, la France a fini par adhérer, annoncer son adhésion en avril dernier, je crois, à l'occasion de la conférence de Paris qui s'est tenue à Paris. Donc on est nécessairement dans un réseau mondialisé, puisque tout l'esprit, un des piliers, je l'ai dit, c'est la collaboration. Donc c'est d'essayer entre nous de nous connecter, d'échanger des bonnes pratiques entre nous et d'ensemble de porter auprès du grand public, mais aussi des politiques, cette nécessité et aussi cette opportunité qui est donnée, parce que aujourd'hui on voit bien le constat du dysfonctionnement du système politique, mais quelle est la solution ? Là, on pense, nous, aujourd'hui, qu'il y en a une qui est crédible sur la table et qu'elle mérite d'être au moins portée à connaissance. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Je dois mettre fin à cette table ronde. Merci de les applaudir et nous passons à la suite.